Bonjour Emmanuel Le Chypre. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. D'abord, une question sur la grosse actualité business du jour. Si vous avez une réaction, c'est le géant français de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité Thales qui annonce son rapprochement avec Gemalto, le champion mondial des cartes à puce. On va sans doute fabriquer un géant mondial français de la sécurité numérique. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez vous? Déjà, il y a une unanimité des deux conseils d'administration des deux entreprises. Ça, je pense que c'est important à noter. Ensuite, si la France pouvait se doter en effet d'un géant mondial sur les questions de cybersécurité, je pense que ce serait une bonne nouvelle parce que ce serait un acteur français ancré en France, qui crée de l'emploi en France, qui pourrait être leader sur le marché. Alors, vous avez parlé du SMIC tout à l'heure avec Myriam Ancamoi en disant faut pas faire de démagogie, et c'est vrai que bon, tous les gens qui vous disent avant de proposer une réforme du SMIC, essayez de vivre d'abord avec, vous avez sans doute raison et vous avez promis de faire ce pourquoi vous avez été élu. Or, il y a quelques jours, il y a un rapport d'experts qui préconise justement d'arrêter d'indexer le SMIC régulièrement sur le salaire de base et sur l'inflation. Et la première chose que fait le gouvernement, c'est de dire on va pas suivre les recommandations de ce rapport d'experts, alors qu'il préconise finalement la même chose que tous les rapports d'experts avant lui. Donc est-ce que la démagogie, justement, c'est pas de demander un rapport et de dire tout de suite qu'on ne mettra pas en place les préconisations? Vous savez, c'est pas parce qu'on demande un rapport qu'on est lié par ce rapport, qu'on est contraint de mettre en œuvre les recommandations du rapport. Je pense que déjà, il y avait une inquiétude, en effet, qui était de garantir le pouvoir d'achat. Et je pense que c'était important qu'il y ait cette revalorisation qui soit faite, qui est d'ailleurs d'autant plus importante qu'on baisse les cotisations sociales, parce que ça, on a la revalorisation qui est cette indexation automatique de 1,24%, mais on a aussi, à partir du 1er janvier, la baisse des cotisations sociales. Donc le gain de pouvoir d'achat, il est d'autant plus fort, notamment pour ceux qui sont au SMIC. Après, le rapport dit des choses qui sont intéressantes, mais c'est un débat aussi d'économistes qui a pas été tranché, parce qu'on a aussi des avis qui sont extrêmement contradictoires sur le sujet. Est-ce que le fait d'avoir une indexation automatique qui est en partie liée justement à la hausse moyenne des salaires, finalement, c'est un système qui s'auto-alimente et donc la hausse moyenne des salaires augmente le SMIC, etc., etc. Ou est-ce que, au contraire, ça permet de garantir un salaire minimum décent? Mais la réalité, c'est que le SMIC, c'est une machine à fabriquer des chômeurs et des travailleurs pauvres. Et ça, personne ne veut l'entendre. C'est un levier aussi pour garantir, encore une fois, un salaire minimum décent. Sans SMIC, sans salaire minimum, on a le risque à un moment d'avoir des vraies trappes à pauvreté qui pourraient se créer en France. Donc, supprimer le SMIC, c'est pas du tout à l'ordre du jour et c'est pas la politique qui est la nôtre. La vraie question plutôt, c'est la question de la formation professionnelle, c'est la question de la montée en compétences et c'est ça les réformes qu'on est en train d'engager. Alors, justement, le gouvernement a précisé cette semaine ses propositions en matière de réforme de l'indemnisation du chômage. Et on a l'impression que c'est le sujet sur lequel Emmanuel Macron a le plus reculé, sans doute, par rapport à ses promesses de campagne, puisqu'il avait parlé d'une assurance chômage universelle. Or, on s'aperçoit finalement que la possibilité de démissionner tous les 5 ans, elle sera plus contrainte que ce qui était anticipé, que l'ouverture du droit au chômage pour les indépendants, etc., là encore, ça va être très contraint, et que on nous avait promis une étatisation, c'est-à-dire en gros sortir les partenaires sociaux de la gestion de l'assurance chômage. Or, finalement, on va sans doute pas aller jusque-là. Pourquoi autant de renoncements? Déjà, vous anticipez un peu. Parce que le gouvernement a mandaté les partenaires sociaux en leur disant clairement que s'ils n'arrivaient pas à avoir un consensus sur les différents sujets que vous évoquez, c'est le gouvernement qui arbitrait fin janvier 2018. C'est une position plus souple que celle qui était dans le programme, quand même. Moi, je trouve que c'est bien, à un moment, de se dire on fait confiance à l'intelligence des partenaires sociaux pour qu'ils réussissent à négocier ensemble. On leur laisse un délai qui est quand même assez court aussi, on leur demande d'aller vite, puisqu'on leur dit vous avez jusqu'à fin janvier pour rendre votre copie, et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un socle, eh bien c'est le gouvernement qui Ça veut dire que vous allez quand même finalement à la fin resserrer les boulons? Déjà, on va faire ce qu'on a promis, c'est-à-dire ce serait une première justement d'ouvrir la question de la protection via l'assurance chômage pour les démissionnaires. Aujourd'hui, c'est... Oui, mais si c'est si contraint... Mais attendez, un moment, pendant la campagne... C'est un peu pour du beurre, non? Il faut être un minimum cohérent. Pendant la campagne, quand on nous a dit, nous avons dit que nous allions ouvrir l'assurance chômage aux démissionnaires, on a eu des cris d'orfraie en disant mais vous n'êtes pas sérieux, tout le monde va démissionner du jour au lendemain, vous êtes obligés d'encadrer les choses, etc. Aujourd'hui, on explique qu'on va bien le mettre en œuvre, qu'on va permettre à celles et ceux qui démissionnent et qui ont un projet professionnel
de pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Et là, on dit, ah ben non, attendez, vous êtes en train de beaucoup trop sécuriser les choses. Bah, c'est juste qu'on met en place un système qui est un système de droits et de devoirs. Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que vous avez eu peur que la mécanique vous échappe sur le plan financier? Parce que les travaux qui ont été faits initialement par tous vos économistes du travail, Marc Ferracci, etc., étaient basés sur des études assez sérieuses, évidemment, sur tout ce qui s'est passé à l'étranger. Mais est-ce qu'à un moment, l'argument de dire, mais attendez, on ne sait pas combien ça va coûter potentiellement, est-ce que c'est ça qui, quand même, a incité à revoir les ambitions à la baisse? C'est juste qu'à un moment, il faut que ce soit un système de droits et de devoirs. On ouvre un nouveau droit qui est de dire aux démissionnaires, aujourd'hui, vous avez un délai de carence. Vous avez 4 mois où vous n'êtes pas couvert par l'assurance chômage quand vous démissionnez. Et à l'issue de ces 4 mois, vous pouvez demander à être éventuellement indemnisé. Et c'est extrêmement complexe. Donc déjà, c'est supprimer ce délai de carence. Mais en effet, le devoir en face, c'est d'avoir un projet professionnel et d'avoir des droits qui soient rechargés régulièrement, qui pourraient être par exemple tous les 5 ans. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est équilibré. On ouvre un nouveau droit et en face de ce nouveau droit, on dit juste, il faut que vous ayez un projet professionnel d'évolution professionnelle. Jusqu'où le gouvernement est prêt à être flexible sur la taxation des contrats courts? On a quand même un problème sur les contrats courts. Aujourd'hui, on a 3/4 des nouveaux contrats qui sont engagés dans le secteur privé qui sont des contrats de moins d'1 mois, qui ont environ 26 jours. C'est quand même un vrai sujet surtout que sur la question de la 11 précarité. milliards de déficit de l'assurance chômage. Il y a les deux aspects. C'est à la fois, on renforce le déficit de l'assurance chômage et en plus, on crée plus de précarité. Parce que quand vous avez des contrats qui sont des contrats de moins d'1 mois, ça ne vous permet pas de sortir durablement de la pauvreté, ça ne vous permet pas de contracter un prêt. Mais de le MEDEF ne veut pas entendre parler de cette taxation des contrats courts. Comment vous allez leur tordre le bras? Le MEDEF ne veut pas entendre parler d'une disposition que pour autant le gouvernement à un moment ne peut pas prendre ses responsabilités. Et la ministre, encore une fois, elle a été très claire sur le sujet. Muriel Pénicaud a dit, vous avez jusque fin janvier pour en discuter. Si vous n'avez pas trouvé d'accord, c'est le gouvernement qui prendra ses responsabilités. Et d'ailleurs, elle a annoncé comme piste qu'éventuellement un bonus-malus qui soit mis en place en fonction de la manière avec laquelle les entreprises contractent avec les salariés. Donc ça pourrait, en effet, être une piste de manière à ce qu'on n'ait pas 3/4 des nouveaux contrats dans le secteur privé qui soient des contrats de moins d'1 mois. Alors aujourd'hui, c'est un système d'assurance, c'est les salariés et les entreprises du privé qui payent pour les chômeurs du privé. L'ambition d'Emmanuel Macron, c'était d'étatiser le système, d'en faire un système plutôt d'assistance qu'un système d'assurance. Quelle est la logique derrière? En quoi l'État gérerait mieux l'assurance chômage que les partenaires sociaux? Déjà, je pense que c'est prendre en compte les nouvelles réalités des modes de travail que l'on a. C'est-à-dire, à un moment, ce qu'on a beaucoup appelé sur l'ubérisation, la question des indépendants. Je pense qu'à un moment, se permettre de prendre en compte l'ensemble de ces réalités dans le système assurantiel que l'on a, déjà, ce serait une bonne chose. Ensuite, la question de la gouvernance, elle peut légitimement se poser parce que finalement, c'est l'État qui rend flou. C'est l'État qui rend flou un déficit qui a continué à se gréver. Donc que l'État, à un moment, dise non seulement rend flou, mais ce serait peut-être bien qu'on les regarde d'un peu plus près et qu'on soit acteur dans cette gouvernance, ça paraît pas complètement illogique. Oui, sauf que c'est pas le système d'assurance en lui-même qui est déficitaire. C'est-à-dire que globalement, les cotisations couvrent largement les prestations. C'est le fait que l'assurance chômage paye Pôle emploi. Il y a ce fameux système des intermittents du spectacle sur lequel vous comptez pas intervenir ou changer les règles du jeu finalement. Il y a déjà eu des réformes qui ont été mises en place sur l'intermittence il y a quelques années. Moi, je pense qu'elles sont positives. C'est important à un moment d'assumer, de dire qu'on a un régime particulier qui peut exister pour des métiers qui sont des métiers extrêmement à risque. On ne peut pas dire qu'on a envie d'avoir en France un pays de créateurs, par exemple, et en même temps ne pas les soutenir. Mais on a quand même l'impression que tout ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'était l'ADN du macronisme quand même. Qu'est-ce qui vous paraît en Finalement, tout d'un coup, vous n'allez pas aussi loin que ce que vous aviez eu l'air de promettre. On dit plusieurs choses. On dit, on laisse jusque fin janvier, ce qui est quand même assez court, on est en décembre, aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent se mettre d'accord. S'ils n'y arrivent pas, c'est le gouvernement qui prend ses responsabilités. Sur les contrats courts, on est prêt à mettre en place des bonus-malus pour arrêter cette précarisation et pour arrêter en effet de gréver le déficit. Sur les démissionnaires, oui, ils pourront bénéficier de l'assurance chômage et on supprime le délai de carence. Donc il y aura de toute façon un bonus-malus. Sur les indépendants aussi, parce que c'est extrêmement important. On a voté la fin du RSI. Je peux vous dire que j'ai pas un indépendant que je connaisse, un commerçant, un artisan qui soit satisfait aujourd'hui du RSI, tant dans son organisation, dans les interlocuteurs. Mais les agriculteurs, par exemple, ne sont pas spécialement heureux à l'idée de cotiser. Mais ça crée de nouvelles protections aussi, ça permet d'avoir plus d'interlocuteurs. Donc oui, moi je trouve qu'on est totalement dans l'ADN justement du macronisme, qui est qu'on donne
plus de liberté, on crée plus de mobilité, notamment au sein du marché du travail. Et si les partenaires sociaux ne savent pas se mettre d'accord, c'est l'État qui, à un moment, arbitre. Qui prendra ses responsabilités. Merci Emmanuel Chypre, merci Aurore Berger d'avoir été avec nous. Donc vous nous dites que vous n'avez pas le blues et qu'au cours de vous, Tout va bien. ils finiront tous par trouver leur place. Merci d'avoir été avec nous.